sur mon visa, il y a marqué housewife. Et moi, j'ai quelqu'un la semaine passée qui m'a dit j'ai l'impression ici qu'en tant que femme d'expat, je sers à rien. Il n'y a qu'entre expats qu'on peut comprendre cette aventure qu'on vit et tous les impacts que ça a. J'adore ce que je fais, quoi. Je suis reconnaissante de tout ce qu'on me fait comme retour. Vous n'êtes ni maman, ni épouse, ni je sais pas quoi. Vous êtes entrepreneur, futur entrepreneur. Dans les 2 premières années, j'ai fait des allers-retours tous les 15 jours parce que je voulais pas lâcher ce que j'avais créé. Bonjour à tous et bienvenue dans le Mouton à 5 pattes. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet dont on fantasme beaucoup, c'est l'expatriation. Je me rends compte aussi, en étant expatriée moi-même, qu'on la comprend rarement parce que sur Instagram, être expat, c'est être au soleil, des opportunités, une nouvelle vie, tout va bien et on n'a plus de problèmes, c'est ce qu'on entend souvent. Mais changer de pays, ce n'est pas juste changer de décor, c'est également changer d'identité et c'est exactement de ça dont on va parler aujourd'hui. J'accueille Adeline qui a décidé de ne pas subir l'expatriation mais d'en faire une opportunité. Elle a créé une communauté pour connecter, soutenir et faire grandir des femmes expatriées et entrepreneurs. Et derrière ça, il y a plusieurs questions. Comment tu reconstruis ta vie quand tu repars de zéro? Comment tu crées du lien dans un endroit où tu ne connais absolument personne? Et surtout, comment ne pas te perdre en chemin? On va parler de réalité, de solitude, de réseau, de business et de ce qu'on ne montre jamais sur les réseaux. Adeline, bienvenue. Merci Stéphanie, ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Ah bah écoute, moi de même. Et justement, j'ai une question que j'ai absolument envie de te poser. Vas-y. Si je te demandais qui était Adeline avant l'expatriation? Adeline, avant l'expatriation, était restauratrice de tableau, beaucoup plus timide. Ah Ouais, pas du tout plus introvertie. Ok. Et l'expatriation a permis complètement autre chose. Ah ben c'est joli ça. Ah ben on va apprendre ça. ça. Donc pour faire là un peu la ligne historique, la ligne du temps, quand et où est-ce que tu t'expatries la première fois? Alors on s'est expatrié en 2015. On est parti à Amsterdam. En fait, si tu veux, mon mari voyageait tout le temps. C'était 5 jours par semaine quand on était sans enfants. C'est descendu à 3-4 jours avec enfants. Et à un moment, je lui ai dit, c'est bien, mais moi, je peux pas tout gérer parce que donc j'avais un atelier de restauration de tableaux et ça faisait beaucoup à faire. Et je me suis dit, c'est bien, vous vivez ensemble, entre guillemets. Ce serait pas mal quand même. Et donc voilà, il y a eu l'opportunité de partir, de le retrouver, parce qu'il voyageait déjà à ce moment-là aux Pays-Bas, et de le retrouver là-bas. Et je me suis dit, pourquoi pas, parce que là où j'étais, j'avais un super cadre de travail. J'avais mon atelier dans une maison ils appelaient ça une maison d'artisans d'art. Génial, mais il n'y avait pas forcément une super ambiance et ça commençait à me peser. Okay. Et je me suis dit, c'est l'occasion de faire quelque chose. Donc on est parti et c'est là que tout a commencé, quoi. Et donc Amsterdam, tu vas y rester combien de temps? On y reste 6 ans. Ok, ah oui quand même. Ouais, on a adoré. Mais je suis partie, mais comme beaucoup en me disant, ok, dans un pays sur le papier, il ne fait pas forcément rêver. Franchement, la Hollande ne fait pas partie de effectivement. Non, mais tu vois, on dit c'est plat, le temps, le gris, il n'y a pas une gastronomie de dingue, donc tu dis ok. Et écoute, au final, on a vraiment, vraiment adoré. C'était super expatriation. En plus, on a eu de la chance d'arriver avec une vague d'expats à ce moment-là, et on s'est fait rapidement des amis, ce qui fait qu'en fait, on était tout de suite un groupe on a été 16. Ah ouais. Donc quand tu fais des soirées, des choses comme ça, c'était sympa, quoi. Ah, c'est donc on a vraiment adoré au final les Pays-Bas. Donc je conseille, c'est très kids friendly. Donc la Hollande, allez-y. Ce n'est pas que le pays du fromage. Attends, Amsterdam. Parce qu'après il y a La Haye, mais c'est un peu plus calme. Enfin tu vois, c'est pas du tout la même dynamique. Voilà, mais c'est très bien aussi, quoi. Et donc Amsterdam 6 ans et après? Et après ici, Dubaï. Ok. Donc changement de décor, de température. D'énergie aussi, c'est pas du tout la même chose, quoi. Le futur du recrutement, c'est Weekly. Vous en avez sûrement entendu parler, le monde du recrutement change vite. Avec Weekly, l'idée n'est pas de remplacer le recruteur, mais de l'aider à aller plus loin. C'est une plateforme qui combine AI et intelligence humaine pour trouver les bons talents plus vite et plus juste. Franchement, si vous recrutez sans Weekly, vous ratez une longueur d'avance. Non, effectivement, et on va y revenir un peu plus tard. Alors, tu en parles déjà un petit peu, vu que tu parles de ta timidité, introvertie, mais qu'est-ce que l'expatriation a changé en toi? Ça, en fait, parce que tu le disais un petit peu dans ton introduction, c'est quand tu fais ta première expatriation, tu pars de zéro, tu arrives dans un pays où tu connais personne. Exact.
Et à un moment, si tu veux, tu vas pas rester chez toi entre tes 4 murs, donc tu es obligé voilà, d'aller de l'avant. Et je dirais que pour les conjoints suiveurs, entre guillemets, c'est eux qui font le tissu social de la famille, si tu veux. Ouais. Parce que le conjoint avec le talent expatrié, bon, celui il est attendu dans une boîte, donc il a une équipe, etc. Celui qui suit, c'est un peu à lui de construire tout ce réseau. Donc en fait, tu es obligé d'aller en avant, d'aller en direction des autres. Et c'est ce qui fait que c'était un peu poussé par la force des choses. Et moi, au final, j'ai commencé à adorer faire ça et aller discuter avec les uns les autres. Et quand tu n'es pas, encore une fois, conjoint suivant, entre guillemets, tu passes par l'école, quoi, pour te faire tes premières... Enfin, quand tu as la chance d'avoir des enfants. Parce que moi, j'ai rencontré des femmes qui n'ont pas d'enfants, et voilà, mais pour te faire, justement, un réseau... Plus compliqué. Bah oui. Donc, quand tu es arrivé à Amsterdam, tu avais déjà des enfants? Ouais, ils avaient des Ok, ils enfants. étaient déjà nés. Ouais, ils avaient Ok. 6 et 4. Ok. Et donc, oui, forcément, ça, l'école, ça joue un rôle. Ah, je dis, c'est vraiment la chance d'avoir ça, parce que ça facilite forcément. À un moment, tu vois que ton enfant, il sympathise avec un autre, donc tu vas voir le parent, et puis bon, coup de chance, ça match, et voilà, ça devient des relations amicales. Quand t'as pas ça, bon, après, t'as des groupes Facebook, tu vois, qui existent. Moi, je me rappelle, enfin voilà, il y a Français à Amsterdam, des choses comme ça. Et donc, tu passes par là, et voilà, c'est aussi une autre façon, hein, mais tu es obligé, voilà, en tant qu'accompagnant, de faire la démarche d'aller vers les autres. Donc sinon, tu restes toute seule, quoi. Et quels seraient un peu, justement, tes conseils? Donc demain, je débarque en Hollande pour toute femme, qui arrive, ou homme d'ailleurs, qui arrive dans sa première expatriation. Quels seraient un peu tes conseils? Les groupes Facebook? Les groupes Facebook, WhatsApp. ouais, tu as les groupes Facebook, etc. Je te dis, ouais, la première entrée. Et puis voilà, si tu as des enfants, c'est les écoles. Franchement, il n'y a pas. Après, si tu connais quelqu'un qui te dit, parce que généralement, enfin, tu sais, le monde est petit, et tu as toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est, par exemple, à Amsterdam, et on peut t'introduire comme ça. Mais oui, les groupes Facebook et les groupes d'école, c'est ce qui est assez facile. Ok. À quel moment tu te dis, il faudrait peut-être créer quelque chose? Alors en fait, donc je disais que ça se passait pas forcément bien là où j'étais. J'avais mon atelier, vraiment, mais enfin, il y avait d'autres ateliers à côté. C'était pas l'ambiance, c'était pas ce que moi j'aimais. Et je me suis dit, voilà, ok, à un moment, je vais pas pouvoir continuer comme ça, parce que dans les 2 premières années, j'ai fait des allers-retours tous les 15 jours, parce que je voulais pas lâcher ce que j'avais créé. Je me suis dit, ça m'a pris du temps. J'ai été restauratrice de tableaux de 10 ans. Je me suis dit, enfin voilà, et comment je fais? Et je me suis dit, je peux pas emmener la restauration de tableaux où je suis, enfin à Amsterdam, parce que si dans 3 ans on bouge, je vais pas recommencer à chaque fois, créer une clientèle dans ce secteur-là, un secteur un peu de luxe, parce que voilà, tu vas pas te faire restaurer un tableau tous les jours. Je me suis dit, bon, voilà, ok, qu'est-ce que je fais? C'est là que j'ai rencontré donc, des femmes via l'école. Et je me rappelle d'une conversation avec une qui était plus jeune que moi à l'époque, et je lui demandais, bon, qu'est-ce que tu fais, quoi? Elle me dit, à part m'occuper de mon fils, faire le sport et le ménage, pas grand-chose. Et je me suis dit, ah ouais. Et je la trouvais pas hyper épanouie. Je me suis dit, c'est triste en fait quelque part, parce que tu vois, je la connaissais pas bien, mais elle a forcément des compétences d'avant, enfin, tu vois. Et en parallèle de ça, je me suis rendu compte que d'autres se lançaient dans l'entrepreneuriat. Et là, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Et ça a maturé, etc. Et je me suis dit, ok, je vais, au bout de 2 ans, j'arrête de faire mes allers-retours. J'arrête la restauration de tableaux. Ça a été difficile parce que c'était mon métier de cœur. J'ai adoré faire ça. Donc, tu as continué en expat? Pendant les 2 premières années, jusqu'en 2017-2018. Donc, tu faisais les allers-retours? Ouais. Ouais, j'avais des clients, j'avais des élèves, je n'allais pas, tu vois. Et puis, je me suis dit, si on n'aime pas les Pays-Bas, bon, moi, je reviens. Au moins, j'ai pas perdu tout ce que j'ai créé. Non. Mais voilà, comme on a adoré, il a fallu trouver une solution. Et je me suis dit, bon, voilà, il y a sûrement quelque chose à faire. Elles ont des compétences, elles ont le courage de créer quelque chose ailleurs. Et bon sang que c'est difficile d'être entrepreneur. Alors, moi, je parle pour la France. En France, voilà, on a une administration qui est, alors, moi, à l'époque, qui était, c'était pas forcément évident. Je ne sais pas si c'est le plus maintenant, mais voilà, il y a une conjoncture qui fait que. Et je me suis dit, elles le font à l'étranger. Donc, moi, quand je suis arrivée aux Pays-Bas, si tu veux, l'anglais, tu parles un peu, quoi. Mais en plus de ça, en France, malheureusement, on n'apprend pas bien l'anglais. Non, c'est vrai. Donc, en fait, on a un retard, quelque part. Donc, tu parles pas bien la langue.
tu arrives dans un pays où tu ne connais personne. Tu as une différence culturelle parce que les Pays-Bas, ça a beau être près de la France, c'est complètement différent. Complètement. Tu as une administration qui marche pas pareil. Ça va aussi beaucoup plus vite sur certains points. Et bon, ok. Et donc, toutes ces femmes, elles créent quelque chose dans cet environnement-là. Ouais, ça mérite d'aller creuser l'idée. Et c'est comme ça que je me suis dit, je vais lancer ce projet-là qui, au départ, vraiment, j'y suis allée la fleur au fusil, quoi. On verra si ça plaît. Au culot, quoi. Ouais, mais au culot, ouais. Et donc déjà, The Musette, parce Ouais. que c'est comme ça que s'appelle la communauté, The Musette naît à Amsterdam, en fait. Né à Amsterdam, voilà. Ok. Ça n'a pas la forme du tout que ça avait, voilà, par rapport à maintenant. Mais c'est là qu'en fait, en effet, ça a commencé, voilà, le switch s'est fait. Alors, ça commence par quoi? C'est quelques petits events? Non, pas du tout. Au départ, tu vois, c'est plutôt un média. Parce que je me suis dit, bon, bah, donc voilà, ces femmes qui créent à l'étranger, elles sont hyper courageuses, en tout cas déjà à Amsterdam. Ok. Et je me suis dit, bah, voilà, j'ai envie d'aller interroger ces femmes, de leur envoyer des questions et savoir comment elles ont créé, pourquoi Amsterdam, etc. Et je commence comme ça. Donc je commence avec, au départ, c'est une copine forcément, mais qui fait quelque chose sur tout ce qui est autour de l'enfance. Après, je vois avec une autre copine qui est sur la relocation. Ok. Voilà. Puis après, je me dis rapidement, ouais, il va falloir quand même que j'aille voir ailleurs, qu'on me dise pas c'est que du copinage. Donc voilà. Et on me donne des noms au fur et à mesure. Et puis voilà, je commence à interroger des femmes un peu partout. Et parce qu'entreprendre à Amsterdam, c'est pas la même chose qu'entreprendre je ne sais pas, à Dubaï, ou à Madrid, ou à Singapour, ou à New York. Et je trouve ça hyper riche. Et ça répond un peu à la question de cette jeune femme que j'avais rencontrée, en me disant, bah, tu vois, elles sont partout, et elles entreprennent quelque chose. Pourquoi pas toi? Tu vois, t'es pas plus bête qu'une autre. Donc, et voilà, ça a commencé comme ça. Donc c'était vraiment au départ un média. Il n'y avait pas du tout de réflexion business, parce que je te dis, parler des femmes expats entrepreneurs francophones, est-ce que ça va plaire, quoi? Et au final, ouais, ça a plu. Donc ça, voilà, ça a évolué, ça a pris une autre forme depuis que c'est ici. Mais voilà, c'était un média avec au départ des questions que je mettais sur une espèce de blog, on va dire ça comme ça. Et après, ça a été, je suis passée au podcast parce que je fais plus d'échanges, tu vois. Il y a la voix, il y a une côté intimiste, on peut aller plus loin dans la réflexion. Donc voilà, ça a été comme ça le début en tout cas. Ok. Et du coup, pour revenir à ce que tu disais sur la maman que tu avais rencontrée, moi j'ai quelqu'un la semaine passée qui m'a dit j'ai l'impression ici qu'en tant que femme d'expat, je ne sers à rien, quoi. Enfin, en gros, je m'occupe des enfants, je fais mon sport, voilà, je crée, comme tu dis, le tissu social tellement important finalement aussi. Mais au final, quel est mon sens, mon identité là-dedans? Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as rencontré aussi avec les personnes autour de toi ou dans la communauté? Ouais, t'en as plein en fait qui savent plus forcément comment se situer, parce qu'avant, je sais pas, elles avaient des carrières, elles avaient des postes, etc. Et tu lâches tout. Alors, je fais une petite parenthèse, il y a des hommes qui suivent, on est bien d'accord. Moi, je suis partie sur les femmes parce que c'est majoritairement encore les femmes. Même en 2026, on est encore hyper... On le voit ici aussi dans le recrutement, c'est majoritairement des hommes qui sont expatriés. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Et donc, ouais, en fait, c'est une espèce de perte de repère d'identité, tu vois. Elles avaient une super carrière, voilà, et à un moment, on leur dit, bon, bah, il y a une opportunité, tu craches pas non plus dans la soupe avec financièrement, ça va, voilà. Donc, bah, tu dis, bah, ok, j'y vais, mais alors après, tu fais quoi? Et puis, tu as certains pays où c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué parce qu'encore une fois, tu as une différence culturelle qui est hyper importante. Tu dépends d'un visa. Je sais pas, moi, j'avais fait un post comme ça, et c'est vrai, sur mon visa, il y a marqué housewife. C'est atroce. C'est atroce. Mais ça existe partout, tu vois. Et le nombre de femmes qui avaient réagi à ce post, j'étais à plus de 10 000, tu vois. Parce que ça fait, voilà, en fait, t'as une étiquette de ça. En effet, bon, bah, t'es pas du tout pris en considération, en fait. Et par l'entreprise qui a envoyé le talent, la sphère amicale et personnelle. Ok, tu fais une aventure, c'est cool, comme tu disais, voilà, c'est bon, t'es à la plage, tu fais ta manicure, ton yoga. Et en fait, on te met tellement d'étiquettes sur le dos qu'en fait, bah, après, il faut s'en détacher, quoi. Et puis, il faut arriver à se réinventer si tu ne trouves pas un travail dans lequel tu étais, ou tu vois, dans la même branche, tu vois, etc. Donc, il y a un parcours... Non, c'est un parcours, et c'est surtout que ceux qui ne se sont jamais expatriés, l'entourage direct ne te comprend pas forcément. C'est-à-dire que pour toi, tu vis d'office la belle vie, t'as pas à te plaindre, quoi. Non, mais c'est ça. Non, mais bien sûr, on n'a pas de problème de santé, on n'a pas de problèmes familiaux, on n'a pas de problème non, l'école tout roule, enfin tout va bien.
Non, mais c'est vrai que les gens, en fait, c'est ça. Ils se rendent pas compte, en fait, oui, on a pris une opportunité, tout le monde a pris un risque en partant parce que, voilà, c'est pas non plus évident, t'es pas garanti que le travail marche, en fait. Donc, tu vois, il y a aussi Alors, on a l'impression que c'est en plus les packages expat des années 80, où tout est offert. Alors, il y en a encore, mais de moins en moins. Les gens ont un contrat local. Donc, ça veut dire que, bon, bah, l'école, il faut la payer, tu vois, les assurances, c'est pas forcément, etc. Et tu as des gaps impressionnants entre, bah, voilà, une école ici sur Dubaï et une école, tu vois, je sais pas moi, en Afrique, enfin, tu vois, au Sénégal, le prix va pas être le même. Donc, en fait, tu as aussi une charge financière Bien sûr. Et ça, les gens le voient pas forcément, quoi. Non, C'est sûr. Et puis après, tu as certains pays où tu as, dans les étiquettes qu'on nous met plus, bon, bah, voilà, les clichés. Alors, Dubaï, évidemment. Sur le bling-bling et tout ça, tu vois, on est bien. On est bien. Mais après, je pense, mais même moi, tu vois, même la première, quand mon mari il a dit, il y a Dubaï, enfin, il m'aurait dit ça, au moment où il me l'a dit, c'était OK. Il m'avait posé la question quelques années avant, je me suis dit, ouais, Dubaï, quoi. Dubaï, c'est... Et en fait, c'est pas du tout comme ça, mais c'est comme ça pour chaque pays. Tu as chaque cliché sur chaque pays. Quand je te disais les Pays-Bas, bon, il fait moche, y a pas la gastronomie, elle est pas... Oui, mais pas que. Non. Et les gens cherchent pas à creuser. Quand ils viennent, tu vois, visiter généralement les familles, tu sais, il y a une période où il y a tout le monde qui vient. Là, tu leur montres ta ville autrement. Et voilà. Mais il n'y a que entre expats qu'on peut comprendre cette aventure qu'on vit et tous les impacts que ça a. Le monde du recrutement change. Et non, l'IA ne remplacera pas les recruteurs, elle les rend bien meilleurs. Weegly, c'est la plateforme qui combine le pouvoir de l'IA et l'intelligence humaine pour sourcer, matcher et engager les bons talents plus vite. Si vous recrutez aujourd'hui sans Weegly, vous recrutez à l'ancienne. Découvrez comment recruter sur weegly.io. Exactement. Alors, du coup, comme tu dis, The Musette, ça a quand même vachement évolué. Pour toi, Adeline, c'est quoi une communauté ? Je dirais que c'est un groupe de personnes qui se comprennent, qui se soutiennent et qui sont dans la même vibe. Parce que tu as plein de communautés différentes. Ouais. Enfin, voilà. Et la mienne, elle est spécifique, elle est hyper niche. Parce que moi, elle s'adresse, c'est une communauté internationale pour les femmes expatriées, entrepreneurs, futurs entrepreneurs, qui sont donc aussi en transition et francophones. Et comment on fait pour... c'est vraiment une question que je me suis posée parce que forcément, je suis venue à certains de tes événements. Comment tu fais pour créer des liens entre des gens qui ne se connaissent absolument pas au départ, quoi ? Moi, je connais... Alors, je commence forcément à connaître un peu les gens. Donc, tu vois, je sais ce qu'ils font, je sais enfin, les femmes, en tout cas, je sais comment elles... un peu leur personnalité. Puis après, je fais un travail de recherche, quoi. Si tu veux, en effet, dans mes events, comme tu as pu faire, tu vois, je match les gens. Parce que je trouve que c'est toujours difficile d'arriver dans un réseau et bonjour, je m'appelle, ou tu arrives pendant difficile. Une conversation. Je vais participer avec vous. Et ça, je trouve qu'en plus, les femmes ont encore plus de mal à le faire. Il y en a qui sont beaucoup plus... Enfin, vraiment, tu vois, il y en a qui sont à l'aise, mais sur ce côté-là, c'est un peu compliqué pour elles. Et donc, moi, j'ai un peu ce icebreaker. Et donc, je sais à peu près, tu vois, les industries, je sais leur façon de fonctionner, ou ce qu'elles pourraient rechercher chez l'une, chez l'autre. Et donc, voilà, donc c'est un petit travail en amont quand même. Ok, donc il y a quand même un travail de... Tu mixes pas au hasard, quoi. Non. Tu mixes match non, pas au hasard. Non, parce que elles viennent pour les events parce que, bon, j'espère que c'est quali, et parce que pour ce côté hyper humain et personnalisé. Moi, je fais partie d'autres réseaux et bon, on peut te balancer comme ça dans la fosse. Okay, alors bon, qui je vais aller voir. Et des fois, ça ne matche pas, il n'y a pas d'intérêt et c'est toujours compliqué de la conversation, de la quitter, tu vois. Donc, merci, au revoir. Là, et moi, à chaque fois, les filles me disent « Ah non, mais attends, j'ai pas fini de discuter. » Oui, mais on passe à quelqu'un d'autre, tu vois. Et en fait, je suis assez contente de ça parce que j'arrive à bien cerner. Donc, est-ce que, voilà, c'est une qualité que j'ai peut-être développée au fur et à mesure, mais à bien cerner chacune. Et je sais que ça va matcher à un moment au niveau business ou au niveau, voilà, personnalité. Voilà, c'est ce qui fait que vraiment, je tiens au côté un peu, voilà, personnalisé sur mesure, quoi.
Et du coup, donc ça, c'est un petit peu comment on va dire, le format de tes événements. Comment tu choisis tes intervenants? En fonction de leur expérience, le côté un peu successful, entre guillemets, tu vois. J'aime bien pas, parce qu'en fait, elles viennent pour tu vois, tirer les personnes vers le haut. Toi, tu es venu, et en fait, le passer du côté de 0, enfin, où on est barre à 2, à on a une équipe de 200 ou 500 personnes, tu dis, mais tout le monde ne le fait pas. Et en fait, comment ça. Mais même pour une marque, tu vois, ça peut être une marque de prêt-à-porter. Il y en a tellement, mais qu'est-ce qui fait que ça marche mieux? Ces côtés un peu voilà, successful m'intéressent parce que les filles elles ressortent en disant ok, je suis hyper motivée, je suis hyper boostée. Il y en a plein qui étaient motivées après ton passage, quoi. Elles étaient non mais elles étaient mais c'était génial, mais vraiment, et enfin voilà, c'est hyper vrai, et donc en fait ça apporte, en plus c'est des personnes où on se dit je serais pas forcément, je les aurais pas rencontrées comme ça, dans mon cercle d'amis ou en se baladant, tu vois. J'essaie d'avoir des personnes en disant ah non, elle est peut-être inatteignable, j'oserais pas y aller. Enfin, voilà. Moi, je pars du principe je n'ai rien à perdre. Donc, je demande, voilà, et qui ont aussi une expertise un peu pointue. Tu vois, la semaine dernière, on avait un event sur les stratégies de marque, parce que c'est important comme levier business pour les entrepreneurs. Et on avait Dounia qui est super spécialisée là-dessus, voilà, qui est doctorante, et enfin voilà. Bon, et c'est pas forcément quelqu'un que les personnes auraient vu dans la rue, enfin tu vois, ou auraient creusé. Donc j'essaye d'avoir voilà des personnes qui ont des parcours intéressants, motivants, boostants, et qui les voilà. Et tu changes aussi un peu les formats, hein, parce qu'il y avait le marché de Noël. Ouais, j'ai fait alors à Noël. Il y avait les walks aussi. Ouais, j'ai fait alors j'essaie d'avoir plusieurs formats parce que à Noël en effet j'avais fait un truc un peu différent. J'avais fait un concert de Noël. C'est le concert. Le concert de Noël avec une expat francophone, avec Clémence Guérand, pianiste reconnue, etc. Donc super chouette, hyper différent, avec aussi du networking. Mais on voulait parler de son histoire, qu'est-ce que ça fait elle de venir ici, etc. Parce que c'est dans des conditions particulières aussi. Donc il y a ça. En effet, je fais des meet and walk, c'est encore plus petit groupe, tu vois, parce que c'est une autre façon aussi de venir échanger. Chaque fois les femmes me disent ah, mais j'ai adoré parce que c'est chill, enfin tu vois, il n'y a pas de pression sociale ou quoi que ce soit, c'est on se rend comme ça. Mes events qui sont en effet avec des speakers, et 2 fois par an, j'essaye de faire des dîners. Voilà, elles sont toutes là. Alors pareil, j'essaye de matcher, de faire les tables et tout ça. Mais c'est hyper sympa. Voilà, c'est un moment qu'à elles. Et mes events, c'est ça, c'est des moments qu'à vous. Vous êtes ni maman, ni épouse, ni je sais pas quoi. Vous êtes entrepreneur, futur entrepreneur, en réflexion. Venez avec nous, vous allez voir. Et puis surtout, on est entre pairs, parce que majoritairement du temps, pas toutes, mais majoritairement du temps, c'est elles qui sont accompagnantes de leur conjoint. C'est ça. Ouais. Donc en fait, elles savent. On a toutes un peu la même histoire, quoi, tu vois. J'ai suivi, voilà. Il y en a qui viennent d'elles-mêmes suivant l'expatriation, et évidemment, elles font partie du réseau, elles sont les bienvenues. Mais une majorité sont suiveuses. Et comment est-ce que tu as commencé à monétiser cette communauté, parce qu'à un moment donné c'est quand même c'est ça, c'est ça, voilà, c'est Dubaï, tu vois, avec Dubaï, en fait c'est à Dubaï que je me suis dit voilà, à un moment ça prend de l'ampleur, etc. On aime ce que je fais, mais à un moment ça me prend beaucoup de temps, de l'énergie, et je veux pas être une association, quoi. J'ai pas, ça, pour moi c'était pas ça. Donc j'avais rencontré une femme ici je m'étais présentée une fois, et elle m'avait dit j'adore ce que tu fais, si tu veux je t'aide à un peu structurer, et elle était dans tout ce qui était stratégie de marque. Okay. C'est venu comme ça, et donc si tu veux, ce qui était au départ un média sans profit, rien, c'est vraiment devenu l'entreprise que c'est maintenant, et donc il tourne autour de 3 piliers, et la monétisation se fait avec les memberships, avec les events, je suis apporteur d'affaires aussi avec des experts, parce que dans mon réseau, tu as un pool d'experts, avec les accompagnements business, avec du sponsoring aussi. Ok. Et est-ce que tu dirais que c'est une affaire rentable? Pas encore, c'est hyper long. En plus de ça, moi je base, c'est beaucoup sur l'humain. Ouais. C'est pas palpable, c'est pas, tu vois, c'est pas un bijou, c'est pas une fringue, c'est pas un resto, tu vois, c'est pas. Donc c'est beaucoup sur l'humain, c'est beaucoup sur la confiance. Moi, je passe beaucoup de temps à discuter
avec les femmes, tu vois, qui me demandent un appel. Enfin, ah, je voudrais parler du membership. Ah, qu'est-ce que c'est que le réseau? Ah, tu vois. Donc, voilà, donc ça, c'est très, voilà, je me verse quelque chose, mais c'est pas encore, je suis pas en déficit, mais ça pourrait être beaucoup mieux, clairement. Mais enfin, j'y travaille pour, tu vois, mais ça prend un temps de dingue. Donc, pour celles qui entreprennent, tu vois, qui doivent changer de pays assez régulièrement, parce que des fois, tu as encore ces contrats, bon, bah, tu restes 3 ans et puis tu bouges. Pour celles qui suivent, pardon, quoi. Ah, 3 ans, c'est rien dans l'entrepreneuriat. Et mais là, l'objectif pour toi, c'est de plus ou moins rester ici, ou on imagine un départ bientôt quand même? Ça, c'est la question de tout expat. Tu sais, qu'est-ce que tu fais après? Eh ben, écoute, pour l'instant, on reste. Parce que, non, mais enfin, c'est ce que je disais. Je trouve ça triste qu'on ne peut pas partir. Bon, déjà, parce que moi, mes enfants veulent finir leur bac ici. Donc voilà, il y a encore un peu de temps. Mais après, c'est pour aller où? Tu vois? À l'heure actuelle où on se parle, c'est pas très beau ce qui se passe ailleurs. Donc t'as pas envie de rentrer dans des conditions comme ça. T'as pas envie de te dire, bon, tout ce que tu cravaches pour bosser, tu vas te prendre à 50% dessus, quoi. Voilà, où t'as d'autres pays, bon, bah, moi, à la limite, je pourrais le bouger, mais mon mari, et c'est souvent comme ça, il faut retrouver un travail avec ce niveau de rémunération aussi, ça, on se le cache pas. Ah, mais tous les pays ne l'offrent pas, tu vois. Avec un certain temps d'ancienneté, etc. Voilà. Et puis tu penses aussi après, bon, bah, tu vois plus loin, ta retraite. Puisque bon, en France, en tout cas, bon, il n'y a pas de retraite. Donc tout ça, tu dois l'anticiper. Et tu dis, bah ouais, bah, j'ai pas. Alors, il y en a beaucoup qui ont un pied-à-terre en France. Je parle pour les Français. Et encore, mais on adore revenir. On est hyper chauvin. Mais bah ouais, mais non, quoi. Oh, mais tu sais, c'est la même chose en Belgique. T'es content de revenir en Belgique et t'es tout aussi content de repartir. Voilà, t'es content de revoir tout le monde. C'est les vacances, quoi. C'est ça. Exactement. Comment on fait pour agrandir cette communauté encore plus? Comment ça se passe? Est-ce que c'est vraiment le bouche à oreille le numéro 1 ou est-ce qu'il y a d'autres canaux? Bouche à oreille marche beaucoup. Moi, tu vois, encore cette semaine, il y a 2 membres qui ont parlé de moi, une femme à qui j'ai pris le temps d'expliquer, etc. Donc, le bouche à oreille. Et après, bah, les réseaux, quoi. Et c'est chronophage, mais je pense que c'est encore indispensable. Aller dans d'autres réseaux? Non, réseaux, pardon, je pense réseaux sociaux. Ah, réseaux sociaux, ok. Oui, tu peux aller dans d'autres réseaux, sauf, enfin voilà, moi, j'ai pas forcément... Ouais, j'ai rencontré du monde, mais c'est pas là que ça m'a amené le plus de monde pour agrandir ma communauté. En revanche, c'est sur les réseaux sociaux, c'est là que ça a agrandi ma communauté et que j'ai pu, tu vois, développer et avoir notamment des ambassadrices, quoi. Ok. Et tu fais tout toi-même? Oui. C'est très long. D'où un moment, tu vois, il va falloir, là, tu sais, ça arrive au palier de... ça commence à bien gagner, mais maintenant, il faut encore plus pour pouvoir déléguer, parce que non, c'est pas possible. Moi, j'adore rencontrer les femmes, j'adore discuter avec elles, j'aime faire les events, etc. Mais la partie... compta, la partie réseaux sociaux, c'est pas ma partie plus préférée, tu vois. Ah mais non, tu m'étonnes. Parce que surtout que, attends, l'organisation de l'event, le choix du lieu, le choix de l'intervenant, toutes ces recherches, c'est toi également. On parle beaucoup d'automatisation, mais au fond, le recrutement reste une histoire de personnes. Et c'est exactement ce que fait Weagly. Rapprocher la tech et l'humain. Une AI qui aide à mieux comprendre les gens, pas à les remplacer. Ouais. Ah ouais, non, c'est énorme. Donc c'est pas... Moi, j'ai challengé ChatGPT. Alors, je fais tout ça. Warning, non, va falloir trouver quelqu'un. Oui, je veux bien. Mais et après, tu as la question qui se pose que quand tu fais tout toute seule depuis un moment, c'est ton autre bébé, va trouver quelqu'un avec qui ça se passe bien, avec qui tu vois, ils comprennent, elles comprennent ce que je veux dire, le message, etc. C'est pas du tout évident de trouver un associé, je trouve. C'est carrément un associé? Bah, j'en sais rien, tu vois, un associé ou après, dans ces cas-là, oui, ou sinon une salariée, tu vois. Mais pareil, il faut trouver les bonnes personnes. C'est pas notre problème. En gros, il faudrait vraiment se décider sur quelles sont les premières tâches que tu voudrais déléguer. C'est ça, mais j'ai retenu ton conseil, les sales. Les sales, ça, ouais, ça aussi, parce que pareil, c'est un travail d'être commercial, d'aller vendre sa communauté. Et encore une fois, je vends de l'humain, je vends des connexions, je vends des events, tu vois, c'est pas palpable. Donc, c'est tout par la qualité, c'est tout par l'authenticité.
Dernièrement, j'ai une personne qui était venue première fois à l'event, elle a dit j'ai adoré parce qu'il y a une âme. Donc je suis contente parce que tu vois, j'essaye de pas faire un truc hyper froid, etc. Et je suis hyper naturelle. J'ai pas le temps de. Après, je saurais pas en fait, faire fake. Je saurais pas. Donc voilà. Mais Non, mais effectivement, je confirme que ce sont des événements assez naturels, on va dire, où chacun se parle assez naturellement. Aussi avec les petits jeux que tu fais. Ouais. Donc, c'est vrai que ça amène une âme aux événements. Comment ça fonctionne pour ceux et celles qui nous écoutent? C'est un abonnement à l'année? Ouais. Tu as 3 niveaux d'abonnement. Le premier, un peu au niveau d'appel, si tu veux, c'est tu fais partie de la communauté, d'un groupe WhatsApp, et puis tu vois les événements, où se font les événements. Et comme je te disais, j'ai des chapters avec des ambassadrices, donc elles aussi font des événements dans différentes villes. Donc tu peux tout à fait, tu vois tout ce qui se passe. Et les 2 autres niveaux de membership, en fait, tu as par exemple des réductions sur les events. Tu as aussi un tarif sur les accompagnements business. Et puis, tu as une visibilité sur mes réseaux sociaux, que ce soit par des stories, que ce soit sur ma newsletter, que ce soit sur LinkedIn, etc. Je pousse aussi parce que toutes ces femmes ont des projets à impact, que ce soit culturel, sociétal, environnemental, mais économique aussi. Et ça, en fait, les gens tu vois, mais combien m'ont dit on nous a dit que c'était des hobbies, ça va, tu t'amuses. C'est bon, quand est-ce que tu trouves un vrai travail? Mais 2 secondes, quoi. Mais déjà, bouge dans un autre pays, pars de zéro, propose un concept, trouve les personnes qui vont. Voilà, je ne sais pas si c'est dans la fashion, trouve déjà les fournisseurs. Si tu veux faire du quali, puisque maintenant, tu es obligé d'avoir quelque chose au niveau environnemental, sinon ça ne marche pas. Voilà, déjà, fais tout ça. Et sans connaître personne. Après, on en reparle, tu vois. Après, on reparle. Exactement. Adeline, une dernière question de mon côté. Si ton parcours pouvait aider une seule femme expatriée, tu voudrais qu'elle comprenne quoi? Bonne question. Je dirais que c'est possible. Franchement, quand tu es bien entouré avec des bonnes personnes, surtout celles qui te comprennent, d'où moi, ma communauté de pairs, où et que tu as la possibilité de le faire, parce qu'encore une fois, l'expatriation est vraiment une opportunité pour ça. Si on peut se le permettre de créer quelque chose, de le faire, et je pense qu'on n'a rien à perdre, quoi. À part un peu de temps et d'énergie, mais après, c'est tellement... comment dire, moi, j'adore ce que je fais, quoi. Et j'adore recevoir forcément, j'adore, mais je suis reconnaissante de tout ce qu'on me fait comme retour. Donc, voilà, faut y aller, quoi. Faut y aller. L'expatriation, ce n'est pas une solution magique pour être heureux et ne plus avoir aucun problème. C'est avant tout un accélérateur. Ça va amplifier qui tu es déjà et ça va aussi t'aider à forger ton identité. Merci beaucoup Adeline pour ton partage. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Et à la communauté du Mouton à 5 pattes, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.